Bienvenue, merci d'être là et bienvenue donc à cette session intitulée « Ce qu'aucun journaliste ne devrait ignorer sur la science ». Donc avant d'introduire rapidement nos deux intervenants, dire un petit peu quelques mots de comment on voit cette session. Grosso modo, pour faire caricatural, on reproche parfois ou souvent aux journalistes, plutôt aux scientifiques, d'être dans leur monde, de faire leur science, mais de ne pas prendre le temps de descendre dans l'arène, je dirais, citoyenne, de ne pas prendre le temps d'aller expliquer leurs recherches, de parler un langage que personne ne comprend. Schématiquement, on reproche parfois ou souvent aux journalistes finalement de ne rien comprendre aux sciences et de ne chercher que le sensationnalisme pour un résultat qui est que un certain nombre de personnes estiment que la science est bien malmenée dans la manière dont elle est médiatisée. Donc ça, c'est bien sûr une vision caricaturale. L'objectif de cette session, c'est d'essayer de faire un petit peu la part des choses. Alors le titre dit ce que tout journaliste ou que ce qu'aucun journaliste ne devrait ignorer sur la science. Peut-être qu'on regardera aussi l'inverse. Qu'est-ce que tout scientifique devrait savoir quand il s'adresse dans les médias et quand il intervient sur la scène publique? Je pense que c'est le symétrique et c'est intéressant de regarder ça. Juste en courte introduction, j'étais tombé sur une étude qui me paraît intéressante, qui portait sur un corpus biomédical, donc peu importe les détails, ceux qui veulent se reporteront à l'étude, donc il n'a pas une portée générale et universelle, mais il indique des choses. Donc c'était des scientifiques qui avaient étudié un certain nombre d'articles de journaux qui rendaient compte d'études scientifiques, et pour prendre deux résultats qui étaient sortis, la moitié des études scientifiques relayées par les médias sur ce sujet seront réfutées un jour. Et puis, bien sûr, la réfutation ne sera pas relayée par les médias. Et sur les 306 méta-analyses qu'ils avaient passées en revue portant sur le domaine où ils avaient étudié les coupures de presse de cette période de temps, 306 méta-analyses, seulement 5 ont fait l'objet d'un article dans les journaux. Donc, dit autrement, c'est vraiment une étude à montrer que, et c'est plutôt ça qui est médiatisé plutôt que les méta-analyses. Et puis, pour compléter le tableau, dès qu'on se place du côté des médias, les scientifiques qui sont mis en avant ne sont pas toujours ceux que la communauté va reconnaître comme tels. Je ne vais pas donner d'exemple. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, je suis ravi d'accueillir sur le plateau, comme on dit, un représentant, je ne vais pas dire de chacun des côtés, il ne s'agit pas d'opposer, mais Margot Brunet, donc, qui est journaliste sciences et santé au magazine Marianne. Bonjour. Voilà. Et donc journaliste, et Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives, et qui collabore régulièrement avec plusieurs journaux, l'Express. Et puis j'ai oublié de me présenter, je suis Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences, et Franck Ramu collabore aussi parfois à notre vue, on en est ravis. Bonjour. Voilà, alors, première question, donc je pose un certain nombre de questions à nos deux intervenants et puis on gardera de la place pour bien sûr les interventions et les questions venant de la salle. Une récente enquête, il y en a plusieurs et elles sont à peu près assez convergentes, s'intéresse à la confiance que nos concitoyens apportent aux différentes entités qui peuvent leur dire un certain nombre de choses sur la science. Et on remarque dans ces études finalement que les scientifiques, les universitaires sont toujours bien placés. Celle que j'ai en tête, je pourrais donner les références. Les scientifiques et universitaires arrivent en deuxième position avec environ 84% des personnes qui disent leur faire confiance beaucoup ou un peu. Et les journalistes en neuvième position, 4% leur disent beaucoup leur faire confiance et 36% un peu, ça fait 40%. Donc voilà, les journalistes sont derrière le ministère de la Santé. Alors c'était sur la période Covid, on parlait de ça, et à peine devant les politiciens. Donc ma première question, qu'est-ce que vous pensez de cette question et comment vous l'expliquez? Franck, tu veux commencer? Je ne suis pas sociologue des médias. Je ne sais pas, je pense que les gens ont raison de faire confiance à la science en général et donc aux scientifiques en général. Après voilà, il faut arriver à faire le tri dans tout ce que les scientifiques disent, entre l'important, le pas important, le vrai, le faux, le compliqué, le trop compliqué, le pas assez simple. Enfin bon, voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un ou plusieurs échelons intermédiaires qui doivent aider les citoyens à faire le tri, à redigérer cette information pour la rendre assimilable, on va dire. Les échelons intermédiaires, tu veux dire journaliste? Notamment journaliste, bien sûr. Oui, donc oui. Justement, c'est peut-être la question. La confiance visiblement dans les journalistes
probablement, je veux dire, le chiffre là est un peu schématique, et il ne s'agit pas de mettre tous les journalistes dans le même sac, hein, mais la confiance dans le journalisme n'est pas forcément là, quoi. Mais parce que je pense que journaliste, ça englobe beaucoup de choses. Pour la plupart des Français, enfin, même un peu plus largement que la France, journaliste, ça veut dire la personne qu'on voit sur un plateau télé. Et en fait, le métier de journaliste, il englobe énormément de réalités. Et de ce fait, on est souvent confronté à des journalistes qui peuvent faire des erreurs, etc., qui seront beaucoup mises en avant. Et du coup, c'est une profession qui pâtit un peu de beaucoup de généralités parce qu'elle englobe beaucoup de réalités, je pense. Alors justement, en parlant des intermédiaires, quand on regarde les différents sujets, la chaîne de médiatisation, en fait, on parle souvent des scientifiques, des journalistes, mais il y a plein d'échelons intermédiaires. Il y a le service de communication de l'université ou de l'entité en question, ou le service de communication de l'entreprise qui produit un certain nombre de résultats scientifiques. Les agences de presse qui relaient, donc je ne sais pas vous en direz peut-être quelques mots, mais les rapports entre journalistes et agences de presse. On remarque parfois quand une agence de presse dit quelque chose, c'est recopié dans tous les journaux à l'identique. Peut-être une bonne chose. Des journalistes, bien sûr, mais qui reprennent des choses en fonction d'un contexte, des réseaux sociaux, des attentes, peut-être des attentes dans la rédaction. Est-ce que finalement, quand l'information est maltraitée, à qui la faute, et qu'est-ce que les différentes entités devraient faire pour essayer de corriger un peu les choses? Loin de moi l'idée de diluer un peu la responsabilité pour éluder celle des journalistes. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Je pense qu'il y a certaines rédactions dans lesquelles il n'y a pas de journaliste scientifique, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que toutes les rédactions ne peuvent pas avoir un journaliste spécialisé dans tous les domaines. Mais je pense que dans certaines rédactions, il y a pas cette personne-là qui joue un peu le rôle de vigie et qui dit attention, telle étude elle a été publiée dans telle revue, et telle revue c'est une revue qui n'est pas considérée comme sérieuse dans le milieu scientifique. Je pense qu'il y a d'autres rédactions qui simplement n'ont pas le temps de traiter tous ces sujets-là. Donc il y a une première responsabilité qui vient aux journalistes, sans accabler tous les scientifiques. Je pense qu'il arrive aussi souvent en tant que journaliste qu'on appelle des scientifiques et qu'on leur dise on voudrait parler de ça, est-ce que vous auriez un peu de temps? Et il y a une réaction de beaucoup de scientifiques qui est tout à fait louable, je pense, qui consiste à dire ah non mais ça c'est pas mon domaine, je m'y connais pas du tout, quand on leur parle d'un sous-domaine par exemple de la génétique et que eux étudient un autre sous-domaine de la génétique. Et c'est louable comme intention de la part du scientifique, mais nous du coup on se retrouve à pouvoir poser les questions à personne parce que les scientifiques ont peur de la manière dont ils vont être vus médiatiquement. Et encore une fois, je pense pas qu'on puisse les blâmer là-dessus. Je pense aussi qu'après il y a une responsabilité qui vient à tous ceux qui gèrent la copie mais qui sont pas journalistes, qui sont les secrétaires de rédaction, qui sont les rédacteurs en chef, qui eux encore une fois connaissent pas forcément le fonctionnement de la science et qui vont se dire mais encore une fois c'est pas forcément de leur faute, qui vont se dire non mais là quand elle précise dans son article que c'est sur des souris, ça rajoute une vingtaine de caractères, c'est pas forcément important, alors qu'en fait pour nous ça change tout si c'est sur des souris ou sur un être humain. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est un peu partagée par beaucoup de personnes, mis à part évidemment quand les erreurs viennent d'un biais idéologique, et là pour le coup il y a une responsabilité qui est directe et c'est pas la même question. Oui, pour moi c'est aussi lié au résultat de l'étude que tu citais en introduction, c'est-à-dire le fait que les médias parlent plus de la dernière étude qui vient d'être publiée que des résultats des méta-analyses, parce que par essence les médias ils parlent de l'actualité, donc ils veulent dire ce qui est nouveau. Alors que si on réfléchit en termes finalement de quoi ils ont besoin les citoyens en termes d'information scientifique, en fait on aurait envie de communiquer aux citoyens ce qu'est le consensus scientifique sur des vastes sujets finalement. Et le résultat de la dernière étude qui vient de sortir, en fait c'est pas si important que ça pour les citoyens, surtout quand on sait que la moitié vont être réfutés dans quelques mois. Donc en fait il y a déjà un conflit à ce niveau-là entre ce dont les citoyens ont vraiment besoin et ce que les médias aiment fournir, et ce que les chercheurs aussi aiment fournir, parce qu'effectivement, les chercheurs, et ils sont aussi poussés en ça par leurs institutions, ils aiment bien parler dans les médias de leur dernière étude. Les universités aiment bien faire la publicité de la dernière étude qui vient de sortir et font des communiqués de presse à ce sujet. Donc, évidemment, ça pousse les médias à s'en saisir, hein, c'est normal. Donc, c'est vrai que il y a tout un tas de facteurs qui conspirent des deux côtés, à la fois scientifiques et médiatiques, pour orienter l'attention vers des news qui ne sont pas les bonnes news qu'on devrait diffuser aux citoyens finalement.
Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les agences de presse, la plus connue étant l'AFP, moi je considère que c'est un vrai problème. En fait, il y a des journalistes sciences à l'AFP qui font très bien leur travail, qui souvent font des dépêches qui sont correctes, qui sont bien vulgarisées, etc. Simplement, il peut pas y avoir des journalistes sciences à l'AFP qui relisent l'ensemble des études qui paraissent, parce que ce serait impossible et que de toute façon ça servirait peut-être pas à grand chose. Mais du coup, revient à eux la responsabilité, leur revient la responsabilité de dire sur telle étude je vais faire une dépêche, sauf que pour les 3/4 des journalistes, une dépêche ça veut dire je me lève le matin, je regarde mon fil AFP, telle étude elle dit que chez les poissons le comportement amoureux je sais pas est lié à telle ou telle aire cérébrale ou voilà quelque chose comme ça, et l'étude va être prise partout, ce qui met le focus de temps en temps sur certaines études de manière un peu artificielle, parce qu'un journaliste de l'AFP s'est dit que telle étude était intéressante mais n'a pas prêté attention à une autre étude. C'est pour ça que pour moi, même si c'est très bien que l'AFP le fasse quand même et que ça mette le focus sur certaines études de temps en temps, pour moi il faut faire une vraie différence entre le moment où le journaliste fait de l'actualité, ce qu'on voit quand on regarde le fil de France Info le matin, quand il y a 30 secondes dans un journal sur France Inter ou sur BFM TV, et le moment où les journalistes décident d'aller un peu plus loin sur un sujet, où certes ils vont parler d'une étude qui a été relayée par l'AFP, mais ils vont décider d'en faire un dossier un peu plus long, et là ça devient un sujet d'1 heure sur France Culture ou sur France Inter, ça devient 3, 4, 5, 6 pages dans l'Express ou dans tel ou tel magazine, et c'est pour moi à ce moment-là qu'on parle vraiment de science, qu'on parle de l'état des connaissances, qu'on parle d'une étude mais qu'on l'insère dans tout le champ disciplinaire dans lequel elle s'insère, etc. Alors, on reviendra justement sur la manière dont les journalistes traitent ces questions, et est-ce qu'ils font effectivement ou est-ce qu'ils devraient faire tout ce que vous décrivez. Juste quand même pour faire intervenir un dernier acteur dans toute la chaîne de l'information, qui est le public et les attentes du public. On peut avoir le sentiment, comme Franck le disait, que ce qu'il faudrait communiquer si on veut rendre compte de la science, c'est telle ou telle chose, c'est le consensus, c'est des choses comme ça. Mais peut-être que c'est ce qui barbe aussi le public, c'est-à-dire les trains qui arrivent à l'heure et dire voilà, on a fait une étude, et d'ailleurs l'étude dont je parlais au tout début disait que les résultats dits négatifs ne sont pas relayés, c'est-à-dire quelque chose qui dit j'ai voulu vérifier si telle chose a tel effet connu ou tel caractère toxique connu, et que voilà, on a confirmé, ça intéresse personne parce que c'est un train qui arrive à l'heure et pourtant c'est une information. Donc est-ce qu'il y a, je m'adresse à la fois aux scientifiques et aux journalistes, une attente du public qui dicterait pas quelque part ce que les gens sont prêts à attendre, et que si on avait un journal qui ne publiait que le consensus et que les choses comme ça, ça accrocherait pas. Oui, puis effectivement, il y a aussi ce biais pour les résultats positifs. Ce qui constitue une nouvelle, c'est ce qu'on appelle un résultat, c'est-à-dire un résultat positif au sens statistique du terme, qui montre une différence entre deux trucs ou qui montre un effet d'un facteur sur un autre, alors qu'en fait, la majorité des études scientifiques ne trouvent rien, en fait, ne trouvent aucune différence entre les conditions qu'elles étudient ou aucun effet d'un facteur sur un autre. Et ça paraît pas passionnant comme ça, en fait, et on n'a pas envie d'en parler. Mais en fait, c'est ça qui constitue le fond, la base du corpus de connaissances scientifiques. Et donc, c'est vrai qu'on va parler un jour de l'étude qui montre un effet de quelque chose sur quelque chose d'autre. Et puis, le jour où il y aura 10 études qui auront essayé de répliquer le résultat et qui ne le retrouvent pas, et la méta-analyse qui arrive derrière ne trouve pas non plus le résultat, ça, personne ne va en parler parce que ce n'est pas un résultat. Tu aurais des exemples dans ton domaine de choses où tu désespères, mais en fait, tu es un peu, un peu navré de dire c'est quand même pas ça qui devrait. Ouais, il y en a plein. Il y a, je sais pas, on pourrait parler des effets des écrans sur l'enfant, etc., où tout le monde va brandir telle étude qui montre une corrélation entre le temps d'exposition aux écrans et le risque d'autisme, etc. Là, ce n'est pas un problème de réplication parce que la corrélation, tout le monde la réplique. Le problème, c'est que la méthodologie n'est pas bonne et que pour démontrer un effet causal, il faut avoir d'autres méthodologies, et qu'après, toutes les études qui ont la bonne méthodologie et qui ne retrouvent pas le même résultat, personne ne va en parler. C'est un exemple parmi d'autres parce que je connais bien ce sujet. Mais en fait, oui, ça arrive tout le temps. Ça peut être l'effet d'un traitement médicamenteux sur une maladie. Évidemment, la première étude qui sort, qui a été faite par le labo, elle trouve un effet positif du médicament. Et puis après, il peut y avoir 12 études derrière qui ne vont pas répliquer. Et ça, personne ne va en parler. Alors, venons-en justement aux questions. Vous avez soulevé finalement
une information est là, vous la reprenez en tant que journaliste scientifique et essayez d'étoffer. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur, d'abord, faut-il parler de journaliste scientifique ou de journaliste normal, entre guillemets, traitant de sciences, comme on pourrait traiter d'autres choses. Donc on va aller au cœur du sujet. On reviendra aussi après sur finalement qu'est-ce que devrait savoir ou ne pas ignorer un journaliste traitant de sciences, journaliste scientifique. Donc déjà, on parle de vous êtes journaliste scientifique ou un journaliste traitant de sciences, et quelle est la part des deux facettes? Je considère qu'il y a un peu des deux. Moi, j'ai tendance à dire que je suis journaliste scientifique parce qu'il ne m'arrive jamais d'écrire sur autre chose que sur la science. Ou alors, ça va être un sujet science-société ou santé-société où je vais pas faire de la vulgarisation à proprement parler, mais quelque part, ça va parler de santé. Ou alors, ça va être, je sais pas, un article sur la crise de l'hôpital public et sur le financement de l'hôpital. Et certes, c'est pas de la vulgarisation, mais ça traite de science ou de santé, ce qui est différent d'un journaliste qui traite de science parce que ça va être de manière un peu plus occasionnelle. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait les deux. Je pense qu'un journaliste scientifique, c'est quelqu'un qui va réussir à écrire sur de la science, qui connaît un peu le domaine, qui sait que quand on parle de telle ou telle chose, la personne qu'il faut contacter, c'est plutôt quelqu'un qui s'y connaît en génétique et plutôt que, je sais pas, quelqu'un qui travaille sur un autre sous-domaine de la biologie. Mais un journaliste, je pense qu'il faut aussi, à côté de ça, que tous les journalistes puissent à un moment parler de science, connaissent un peu la méthode scientifique, et qu'il faut aussi qu'il y ait des journalistes, je sais pas, qui sont dans un service société, un service politique ou économie, mais qui s'y connaissent en sciences. Je prends l'exemple, nous, du service économie. Le journaliste, l'un des journalistes du service économie connaît bien les questions de santé, et c'est ce qui lui permet de bien écrire sur les politiques de santé, sur le financement de l'hôpital, etc. Et ça, il pourrait pas le faire s'il ne se connaissait pas un peu en santé ou en sciences. Et c'est pour ça que pour moi, il faut les deux. Il faut des journalistes spécialisés dans ce domaine-là, mais plus largement, des journalistes qui sont capables d'écrire là-dessus de manière occasionnelle. Alors pour poursuivre la question là-dessus, il ne s'agit pas de... donc vous travaillez au magazine Marianne, donc on va parler peut-être de Marianne, non pas pour dire c'est parfait ou c'est pas bien, mais les relations justement du journaliste scientifique avec le reste de la rédaction, que ce soit son rédacteur en chef, alors sans dévoiler des secrets, hein, ou avec ses collègues, il est plutôt consulté automatiquement en disant tiens là je suis en train d'écrire un article sur un sujet de société mais ça parle de sciences humaines, ou je veux dire c'est pas qu'un réflexe qui est là, ou est-ce que la rédaction comprend, parce que je veux dire elle doit quand même valider les textes, est-ce qu'elle comprend ce qu'est la démarche scientifique et l'enjeu, et le journaliste scientifique du coup on dit tiens qu'est-ce que tu penses de ça, ou est-ce que c'est cloisonné et que finalement en général en tout cas, à Marianne, j'ai l'impression que ça dépend un peu des sujets. Si, je ne sais pas si en politique, il est question d'une actualité qui a trait à la science ou à la santé, je ne sais pas s'il y a une actualité sur la procréation médicalement assistée, on va me poser un peu la question, mais là, d'un point de vue médical, etc., est-ce que tu penses que notre angle tient la route? Et ça, c'est très bien, et ça, c'est super. Mais par contre, sans blâmer mes collègues, hein, mais si il y a, je ne sais pas, un sujet politique ou économie sur le nucléaire, on va pas trop en parler à Margot là parce que c'est le nucléaire, après elle va encore rentrer dans des détails un peu compliqués, mais en fait je pense qu'il faut le faire, et comme moi quand j'écris sur des choses qui sont certes de la science mais qui traitent indirectement de politique, je vais voir mes collègues et je leur dis bah là moi je vais écrire ça, mais en fait je sais pas, peut-être que toi tu me diras que c'est pas du tout à l'agenda politique et que du coup mon article il tient pas la route, donc je crois qu'en tout cas dans la rédaction on réussit à avoir une forme de coopération. En revanche, moi je trouve que ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'un point de vue de la hiérarchie des rédacteurs en chef et de la direction de la rédaction. C'est pas le cas dans tous les médias. Un média comme Le Monde ou Le Figaro, ils ont un service science à proprement parler, et donc leurs lecteurs connaissent la thématique et ils sont capables de dire bah là quand je relis tel article de tel journaliste sur je sais pas, sur de la géologie par exemple, je sais que telle phrase elle est un peu approximative. C'est pas le cas dans une rédaction de l'envergure de Marianne. Moi mes chefs ils s'y connaissent pas en sciences, mais comme ils s'y connaissent pas forcément je sais pas en éducation, alors qu'il y a un journaliste d'éducation. Ce qui rend la chose encore plus compliquée, et ce qui fait que moi, en tout cas, j'ai pas de mal à faire relire certains de mes articles à des chercheurs, ce qui est pas du tout admis normalement dans le reste du journalisme. Aucun journaliste fait jamais relire ses articles, et moi, des scientifiques, j'ai aucun mal à le faire, et mes chefs sont d'accord avec ça.
Oui, bah, je pense que c'est très bien qu'il y ait des journalistes scientifiques et j'ai pas du tout de problème avec cette profession, enfin cette partie de la profession. Après voilà, il y en a qui travaillent bien, il y en a qui travaillent moins bien, comme dans tous les métiers. Moi, en fait, ceux qui m'inquiètent, c'est les journalistes pas scientifiques qui abordent des sujets scientifiques aussi, malgré eux, même souvent sans le savoir, et qui du coup, eux, n'ont pas du tout les éléments et n'ont pas toujours une journaliste scientifique dans la rédaction pour poser les bonnes questions. Donc, il y a des tas de sujets qui sont des sujets scientifiques, comme en partie ce qui concerne la santé, le bien-être, la psychologie, l'éducation, les politiques sociales, etc. Tout ça, c'est aussi des sujets scientifiques sur lesquels il y a des littératures scientifiques énormes avec des milliers d'articles et qui sont couverts par des journalistes scientifiques qui ne savent même pas que cette littérature existe, qui ne savent même pas qu'il y a des experts qui connaissent cette littérature, qui ne pensent pas à les consulter et qui ne sauraient même pas les identifier s'ils voulaient les consulter. Parce que voilà, ils ne sont pas formés à ce que c'est la science et comment ça marche. Et du coup, ça fait que certains de ces sujets scientifiques sont bien plus maltraités dans les médias que d'autres sujets scientifiques qui sont plus durs, on va dire, voilà, la physique, la biologie, etc. Et bon, il se trouve que moi, c'est mes sujets de recherche, donc je suis toujours un peu désespéré de voir comment ils sont traités, parce que voilà, ils sont le plus souvent traités par des journalistes qui sont non scientifiques et qui n'ont pas forcément des scientifiques dans la rédaction en plus. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ce qu'il y a de très compliqué, c'est que souvent, les sujets de science et de santé qui intéressent le plus le grand public sont souvent ceux qui sont aussi traités par des journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques et qui, du coup, vont peut-être se tromper. Mais je trouve que c'est typiquement ça pour la psychologie, le bien-être et les enfants. En fait, ça intéresse tout le monde parce qu'a priori, ça concerne quasiment chacun d'entre nous. Du coup, ça intéresse aussi tous les journalistes. Du coup, tous les journalistes ont envie de le traiter et du coup ils le traitent tous, sauf qu'ils ne sont pas tous journalistes scientifiques. Mais par exemple sur la question des écrans et des enfants, je suis pas journaliste depuis 15 ans du tout, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dû à traiter beaucoup de fois et c'est une des choses dont j'ai l'impression qu'elle est le plus maltraitée parce qu'il y a une espèce de mythe du danger des écrans pour les enfants, etc., que tous les journalistes, enfin en tout cas beaucoup de journalistes ont envie de traiter, mais alors que souvent ils ne le font pas d'un point de vue très scientifique, je trouve. Ouais, et donc il y a non seulement le problème que tu soulignes que bon voilà, il y a des sujets qui intéressent tout le monde et donc n'importe qui va les traiter, mais même des sujets plus spécialisés. Donc je crois que tu évoquais qu'il y a une journaliste éducation à Marianne. Je ne sais pas qui c'est, et peu importe, j'en connais un certain nombre des journalistes éducation, et ce sont justement en général les journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques, qui n'ont pas été formés à la science et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le corpus de connaissances scientifiques en éducation au niveau international. Et les gens qui vont aller interroger sont jamais des gens qui ont connaissance de ce corpus de connaissances internationales. Et ça me dérange beaucoup, parce que puisqu'ils sont journalistes éducation, ils devraient être spécialistes de ça, ils devraient savoir où sont les connaissances sur ce sujet, ils devraient savoir qui consulter pour avoir accès à ces connaissances. Quand on dit finalement, est-ce qu'on pourrait rentrer plus précisément dans la description, quand on dit un certain nombre de journalistes n'ont pas la connaissance scientifique, donc il faut bien distinguer la connaissance du domaine. A priori, ils peuvent l'avoir un peu, mais enfin, s'ils s'adressent à des experts, on reviendra après sur ce qu'est un expert, c'est qu'ils vont la chercher aussi auprès de ça. Donc ils n'ont pas la connaissance dans la manière dont la science se fait. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus d'éléments sur ce qu'un journaliste scientifique devrait savoir sur ce qui est un peu le titre d'ailleurs, on ne devrait pas ignorer de la science, au-delà d'un domaine qu'il traite où il devrait avoir un certain nombre de connaissances, c'est-à-dire soit en tant que journaliste, soit Franck en tant que scientifique. Qu'est-ce qui a le plus marqué sur finalement le manque sur ce qu'est la connaissance scientifique de la part des journalistes? Disons, moi, ce que je vois de mon côté, donc sur les sujets genre psychologie et éducation, ce que je vois qui manque le plus aux journalistes avec qui j'ai à traiter, c'est l'incapacité à savoir qui est un expert sur le sujet. Donc typiquement, sur n'importe quel sujet de psychologie, la plupart des journalistes vont appeler un psychanalyste. Parce qu'en France, voilà, on connaît la psychanalyse et on pense que c'est bien. Et donc, voilà. Et en plus, on a un long carnet d'adresses de psychanalystes qui répondent au téléphone. Donc, c'est facile. On appelle un psychanalyste qui va vous raconter n'importe quoi. Et la plupart des journalistes ne savent même pas qu'il y a une psychologie scientifique derrière et ne savent pas comment joindre les chercheurs en question. Donc, pour moi, arriver à identifier les experts qui ont la compétence scientifique sur ces sujets-là, c'est vraiment la plus grosse des lacunes. Donc, qu'est-ce qui caractérise un chercheur compétent sur un sujet? Disons de mon point de vue, mais qui est le point de vue de tous les scientifiques en principe, c'est quelqu'un qui produit de la connaissance reconnue au niveau international
sur le sujet sur lequel il est interrogé. Hein. C'est ça le critère à la fois de compétence et de pertinence. Et donc, je suppose que Margot, quand elle cherche un expert sur un sujet, elle tape le nom sur Google Scholar et elle regarde s'il a publié dans des revues internationales sur le sujet en question, parce que voilà, c'est facile, tout le monde peut le faire, mais encore faut-il penser à le faire. Et faut-il encore penser à distinguer les publications internationales des publications qui sont juste des opinions en français, qui n'ont pas du tout le même statut. Et bon, voilà. Ah oui, je pense qu'il y a d'apprendre à identifier les bons experts et enfin, quelque part ça va un peu avec, mais il y a aussi le fait que je pense que peu de journalistes connaissent la manière dont la science fonctionne. Bon, on peut pas les blâmer, moi je sais pas la manière dont je sais pas l'économie ou la politique fonctionne, donc ce serait prétentieux de dire qu'on peut tous tout connaître, mais je pense qu'il y a quand même des choses de base qu'en fait on voit pas en école de journalisme, mais qui sont absolument essentielles. Savoir que quand un scientifique publie une étude, ça suffit pas. Ça suffit pas à établir l'ensemble d'une connaissance. Je pense que ça, c'est important. Savoir qu'un chercheur qui a publié un livre, ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur chercheur sur ce domaine, parce que la publication d'un livre est pas soumise à la même relecture que la publication d'une étude scientifique. Et je pense que c'est plein de petites choses comme ça qu'on n'explique pas en école de journalisme et qui font que, en fait, quand on est journaliste et qu'on ne connaît pas forcément le fonctionnement de la science, on a un article à faire, je sais pas, sur, voilà, la psychologie est un bon exemple, je sais pas, sur, on doit faire un article, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je faisais un article sur l'amitié, mais de ce qu'on sait d'un point de vue scientifique de l'amitié, etc. En fait, on tape expert amitié sur Google, enfin, il y a... Enfin, voilà. Et en fait, il faut être capable de se dire quelle est la personne qu'il faut que j'appelle, etc., etc. Et pourtant, c'est pas si dur. Enfin voilà, ça passe par taper le nom de la personne sur Google Scholar, je sais pas, voir si elle a été citée, etc. Et le travers dans lequel on tombe souvent, c'est de se dire telle personne, elle a déjà été interviewée par plein de journalistes. Ça veut dire que 1, elle répond vite au téléphone. 2, je vais trouver vite son numéro de téléphone. 3, a priori, elle a des choses à dire. Mais en fait, ça suffit pas. Et en plus, le critère que tu mentionnais qui est hyper important, c'est l'histoire, est-ce qu'il a écrit un livre en français? Parce que voilà, on trouve vite les auteurs de livres. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde des médias, il y a une espèce d'idolâtrie des auteurs de livres. On pense que vraiment, quand tu as écrit un livre, c'est vraiment que tu connais bien ton sujet. Alors que si tu prends un mètre de recul par rapport au rayon de la librairie et que tu vois toutes les conneries qui sont publiées dans des livres, ça donne envie quand même d'être un tout petit peu plus sceptique sur les auteurs de livres et de se demander s'il n'y a pas des critères un petit peu plus fiables pour identifier les experts. Sidi, comment on fait? Parce qu'il y a quand même des bons candidats médiatiques, c'est-à-dire qu'on est journaliste, on n'a pas 3 mois pour trouver l'expert qui répond à tous les critères. Donc comment on fait finalement pour mettre la main sur celui qui sera quand même un bon candidat médiatique? Alors sur l'écrit, c'est peut-être un peu plus facile que sur l'oral, mais... je pense que déjà, à la télévision, c'est forcément beaucoup plus compliqué parce que si on fait le journal de 13h, très souvent, on a eu son sujet le matin vers 7-8h. Il faut qu'on ait fini l'interview à 11h parce qu'on fait le montage entre 11h et 12h45 quand on a de la chance. Sinon, on finit juste avant la publication du 13h et c'est pareil pour le 20h et c'est pareil à la radio. Du coup, je pense que déjà, on n'a pas du tout la même complexité. Mais sinon, je pense que pour trouver les bons candidats, il faut évidemment regarder s'il y a des journaux qu'on considère comme étant des journaux un peu sérieux, qui ont déjà fait des articles ou des dossiers sur le sujet, en voyant qui ils ont interrogé, ce que la personne en a dit, etc., etc. Je pense qu'on peut aussi... Mais en fait, là, pareil, c'est une question d'emploi du temps. Moi, j'essaie très souvent de passer par les services de communication des universités, des agences de recherche, etc. Mais très souvent, ça veut dire qu'on a une réponse dans les 3-4 jours. Moi, je peux me le permettre pour un article pour le magazine parce qu'on est un hebdomadaire et qu'on a une semaine pour faire nos articles sur le magazine. À peu près, mais je peux pas le faire pour le web quand on me demande un article pour le soir, parce qu'en fait l'attaché de presse du CNRS il va me répondre vers 17h et entre temps il faudra qu'il ait appelé le chercheur et du coup le chercheur il sera disponible le lendemain ou le surlendemain. Donc je pense qu'on essaie de regarder par exemple s'il y a des chercheurs qui ont fait des vidéos, je sais pas, qui ont participé à des conférences qui sont diffusées sur YouTube, des TEDx, des choses comme ça, et on voit que tel ou tel chercheur a parlé sur le sujet, etc. En fait moi je considère que la spécificité
spécificités du journalisme scientifique, enfin une de ses spécificités en tout cas, c'est que la recherche du bon intervenant prend peut-être pas la moitié de la rédaction de l'article, mais au moins un bon tiers. Et que en fait c'est cette recherche de l'intervenant qui va nous prendre énormément de temps parce qu'on va lire un peu tout ce qu'il a fait, etc. Mais c'est comme ça qu'on enrichit le sujet et qu'on note aussi les questions qu'on va lui poser, etc. Mais encore plus que dans d'autres domaines, c'est quelque chose qui est très très chronophage de trouver le bon intervenant. Alors, on a évoqué justement les formations de journalistes. Vous êtes sûrement passé par une formation de journaliste, donc qu'est-ce qu'on apprend pour les journalistes scientifiques et Franck, je crois que tu interviens toi dans des formations. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux apprentis journalistes? Qu'est-ce qu'on devrait leur apprendre qu'on leur apprend pas? Et voilà, vous pouvez en dire quelques mots? En fait, en sciences, rien, je crois. Enfin, franchement, c'est dommage, mais en fait, moi, j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po. Et avant ça, j'étais en fac de biologie, où du coup, j'avais une mineure journalisme scientifique. Et là, j'ai appris un peu les rudiments du journalisme scientifique. Mais sinon, en école de journalisme, rien. On m'a jamais parlé de journalisme scientifique. Mais comme on m'a jamais parlé de journalisme économie, hein, en gros, on m'a parlé de journalisme politique et de journalisme de société, ce qui est un vrai problème, je pense, et de reportage. Mais on m'a jamais parlé de ce que c'était que cette sous-spécificité, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'on fait assez peu, en fait, j'ai l'impression, dans les écoles de journalisme. Il y a certaines... en fait, il y a l'école l'ESJ à Lille, qui a une filière journalisme scientifique. Mais si je me trompe pas, c'est une des seules écoles dans lesquelles il y a un module dédié au journalisme scientifique. Il y a des formations en journalisme scientifique, mais dans ce cas-là, c'est pas des écoles de journalisme reconnues. Et malheureusement, aujourd'hui, en journalisme, ça fonctionne beaucoup grâce aux 14 écoles de journalisme qui sont reconnues, parce que c'est ce qui permet d'avoir une carte de presse plus rapidement, parce qu'il y a beaucoup de stages qui nous seront refusés si on ne sort pas d'une école de journalisme reconnue. Et c'est un vrai problème, je pense. Je peux me tromper, mais je pense qu'il faudrait, et encore plus après la crise sanitaire, moi, ça me fait un peu bondir quand je vois qu'il y a eu la crise sanitaire, que beaucoup de gens ont fait un peu la critique, voire parfois l'autocritique de tout ce qui a raté en matière de vulgarisation et de journalisme scientifique pendant la crise sanitaire, et qu'on s'est pas dit, ok, là, il y a un vrai problème de méconnaissance, il faut qu'on insiste là-dessus dans les écoles de journalisme, mais pour dire des choses de base, et parfois il faudrait peut-être juste, je sais pas, un module d'une demi-journée ou d'une journée ou allez, peut-être même de 2 jours, mais pour expliquer, là, on prend l'exemple de Didier Raoult, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a construit un peu ce personnage-là médiatiquement, et en fait c'est pas si compliqué d'expliquer comment on en est arrivé là, d'expliquer que quand un chercheur publie l'équivalent de 2 à 3 études par jour, très souvent c'est il a dû mettre sa signature sur une étude sur laquelle il n'avait pas vraiment travaillé. C'est pas long d'expliquer ça à des étudiants en journalisme. C'est pas long de leur expliquer que, parce qu'on le fait, d'expliquer à un journaliste que pour une info publiée, ça veut dire qu'on se l'est fait confirmer au moins 2 fois. Et c'est un automatisme qu'on prend vite en école de journalisme. Pourquoi on ne l'explique pas sur la science? C'est pas compliqué d'expliquer. Si vous voulez parler d'un fait scientifique, essayez d'appeler au moins 2 ou 3 chercheurs, mais qui travaillent dans des laboratoires différents, qui du coup auront peut-être pas la même approche et vont vous expliquer ce sujet-là, mais de manière différente. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faudrait expliquer en école de journalisme. Au-delà des formations spécifiques sur le journalisme scientifique, il faudrait sensibiliser un peu les futurs journalistes, à la manière dont il faut qu'ils abordent les sujets scientifiques quand ils en font. C'est dit, je te fasse la parole après, mais à journalisme société aussi, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit quand il y a un fait qui est rapporté, il faut peut-être croiser les sources. Si, je sais pas, moi, dans une enquête, la police dit quelque chose, on va peut-être regarder ce que dit la justice, ce que disent des témoins. Enfin, on croise les sources. Pourquoi ce réflexe-là ne l'aurait-il pas également quand on traite de science? Mais parce que quand on traite de science, j'ai l'impression que on va se dire, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple précis d'un article. Si on fait, je sais pas, un article sur la conquête spatiale. Voilà. Et sur la mission Artemis. Moi, je suis journaliste, je vais appeler quelqu'un, un chercheur à qui je vais poser la question, quel est l'objectif d'essayer de retourner sur la Lune? Il va me répondre, on essaie de retourner sur la Lune parce que ce serait une étape vers l'exploration de la planète Mars, etc. En fait, je l'ai, mon article. Je vais expliquer que la Lune, c'est un peu la future station-service vers une potentielle exploration de la planète Mars, etc.
Et du coup, je vais m'arrêter là. Sauf qu'en fait, si j'appelle un autre chercheur, lui, il va peut-être me dire « Ah mais non, mais en fait, sur la Lune, on veut aussi aller chercher, je sais pas, la présence de tel ou tel matériau qu'on pourrait peut-être rapporter sur Terre. » Et en fait, ça fait complètement changer l'angle de mon article. Et du coup, je crois que le problème, c'est qu'en science, on pourrait potentiellement avoir l'impression qu'un seul intervenant suffit à faire un article. Alors qu'en fait, non. Et c'est ça qu'il faut qu'on nous explique. Alors que quand on fait du journalisme société et que quelqu'un nous explique « Ah bah là, j'ai vu, je sais pas, j'ai vu quelqu'un... casser telle ou telle vitrine pendant une manifestation », évidemment que je me dis bon bah là lui il me dit ça, je vais me le faire confirmer par quelqu'un d'autre parce que ça suffit pas. Alors qu'en science, on peut avoir l'impression que la parole d'un expert suffit. Franck, sur les écoles de journalisme, sur ce qu'a dit Margot. Bon, à ce stade, moi, ce que je fais, c'est tout à fait anecdotique. Mais bon, il se trouve qu'en ayant discuté avec le directeur d'une école de journalisme il y a 3 ans, on a convenu que j'allais faire une petite formation à la science à ces étudiants de M1. Donc, j'ai fait ça les 2 dernières années. Mais bon, c'est 2 heures. Et ça s'adresse à ma clientèle favorite, c'est-à-dire les journalistes, les étudiants en journalisme non scientifique, et ceux qui n'ont aucune intention et qui ne croient pas qu'ils vont jamais aborder un sujet scientifique dans leur carrière. Et j'ai 2 heures pour leur expliquer que si, ils vont aborder plein de sujets scientifiques et ils ont intérêt à savoir comment ça marche. Et donc, bon, voilà, c'est ma modeste contribution. Je pense que on verra si on peut passer à une échelle un petit peu plus grande à un moment. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis la vidéo de ce cours sur YouTube, donc on peut aller la consulter si on veut. Ainsi que les PowerPoint que tu fais. Je vais encore poser 1 ou 2 questions et après on prendra les questions. Et Raoult figure aussi en bonne position dans mon diaporama. Si dire, Raoult, c'était quand même, enfin, avant de poser ma question d'après, c'est quelque chose de compliqué parce qu'après coup, c'est facile de dire les choses, mais c'était quand même... C'était un vrai cas difficile, en fait. Voilà. Parce que sur tous les premiers critères qu'un journaliste est censé pour apprécier si c'est un expert ou pas, il coche toutes les cases quand même. Et c'est seulement au 2e niveau d'investigation que tu peux te rendre compte que, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Après, moi, c'est très facile d'être critique là-dessus pour moi parce que je sortais à peine d'école de journalisme. Et du coup, je n'ai pas été confrontée directement au moment Raoult. Mais il y a quand même certaines choses qui, à mon avis... La première étude sur la chloroquine qui sort, si je ne me trompe pas, il y a moins d'une vingtaine de personnes incluses. C'est quand même... Enfin, Et normalement, avec une vingtaine de sujets, on sait que ça suffit pas à faire un espèce de battage médiatique aussi intense. Ou alors, ok, pour les premières semaines, c'était très compliqué. Et puis en plus, on était face à une situation complètement inédite, etc. Mais dans les semaines et les mois qui suivent, la masse d'études justement négatives qui concluent à une inefficacité de l'hydroxychloroquine, il y en a plein. Et là, on retombe dans le premier problème dont on discutait tout à l'heure. On parle beaucoup plus des études positives que des études négatives. Ça, je pense que ça fait partie des choses qui auraient pu faire partie de la culture scientifique générale qu'on apprend en école de journalisme et qui aurait évité tout ce battage médiatique. Et je pense que c'est dans ce cas de figure où il est absolument crucial de croiser avec d'autres sources et d'autres chercheurs. C'est dans le cas de figure où il y a une nouvelle étude qui vient de paraître et qui annonce des résultats fracassants. On ne peut pas se contenter d'interviewer juste l'auteur de l'étude. Il faut absolument recueillir des avis croisés de plusieurs autres chercheurs indépendants qui, eux, ont la compétence d'examiner la méthodologie, etc. Et effectivement, si tous les journalistes qui avaient parlé de la première étude sur l'hydroxychloroquine avaient pris cette précaution, ils se seraient rendus compte qu'en fait, déjà toute la communauté scientifique qui avait lu l'article n'y croyait pas. Et ça aurait pu tout de suite éviter de gonfler la baudruche. Oui, je voudrais juste rajouter un questionnement sur Raoult pour dire c'est un cas compliqué. Là, on parle du Raoult coronavirus Covid, mais c'est la question de l'expert quand il n'est plus tout à fait dans son domaine. C'est-à-dire que Raoult avait des attitudes critiquables en sciences qui remontaient à loin, mais il avait aussi des résultats, non pas dans le domaine des virus, mais des bactéries, pour lesquelles d'ailleurs l'hydroxychloroquine avait un effet un petit peu différent. Alors, je ne sais plus sur quelle maladie, mais enfin, il avait aussi ses lettres de noblesse. Et donc, peut-être il y a une difficulté pour un journaliste de comprendre, et je laisse de côté des malversations, les mauvaises pratiques qu'il pouvait avoir d'avant, mais le fait qu'il peut être tout à fait compétent dans un domaine, quand il parle complètement d'un autre domaine, je pense que le réflexe peut être facilement là de dire c'est pas son domaine. Mais enfin, quand on passe des bactéries au virus, c'est pas forcément se dire, il est peut-être quand même, s'il est un peu crédible sur les bactéries, il est peut-être pas complètement pas crédible du tout sur les virus. C'est peut-être une difficulté complémentaire. Ouais, je sais pas si on peut lui faire ce procès-là, parce qu'il est quand même beaucoup publié sur les virus. Donc il avait aussi cette expertise-là, à mon avis, même si je ne suis pas spécialiste du domaine.
Oui, et je pense que là encore, on évite toute une partie du problème en appelant une partie, d'autres scientifiques qui, eux, vont nous dire « Ah oui, mais depuis quelques années, il y a certaines de ces publications qui sont un peu à remettre en cause, etc. » Alors, je pose ma dernière question, après j'en aurai d'autres s'il n'y a pas de question de la salle, mais c'est finalement le scientifique qu'on interroge, ou les scientifiques qu'on interroge, tout comme d'ailleurs le journaliste qui interroge, parle de sujets qui ont des implications politiques, donc pour lequel le journaliste ou la rédaction ou le scientifique a lui-même ses opinions, et que faire la part des choses, c'est peut-être pas forcément facile ni pour le scientifique ni pour le journaliste, pour la rédaction. Comment vous traitez ça finalement? Parce que quand on parle de certains sujets, c'est pas très compliqué, la conquête spatiale, ça a des implications sociales, mais peut-être un peu plus limitées que quand on va parler, moi je sais pas, d'OGM, de pesticides, de QI ou de choses comme ça. Donc comment finalement prendre en compte qu'on interroge un individu, mais qu'on parle d'une science et d'un collectif derrière, qu'on interroge des individus qui sont dans la société, qui ont peut-être envie d'apporter des messages. Donc question un peu générale aux scientifiques et puis aux journalistes. Je dirais, là aussi, une bonne démarche, c'est d'essayer de croiser les points de vue. Effectivement, un scientifique, il peut faire valoir un résultat et en même temps lié avec sa propre opinion sur ce qu'on va faire du résultat, etc. Et donc, oui, le mieux, c'est d'en interroger plusieurs pour avoir différents avis sur les implications de tel ou tel résultat, tout en étant conscient que... c'est important de croiser les avis en sciences entre personnes compétentes sur le sujet, parce qu'il y a aussi un autre travers qu'on voit fréquemment, qui est d'essayer de faire du pluralisme en sciences de la même manière qu'on fait du pluralisme en politique, et finalement de mettre toutes les opinions à égalité. Et alors, si on fait ça, on va mettre au même niveau les grands spécialistes en virologie avec les antivax et avec des militants qui n'ont aucune compétence scientifique. Donc voilà, il faut un certain pluralisme à niveau égal de compétences et de crédibilité scientifique, mais pas non plus mettre à égalité les scientifiques experts de leur domaine avec d'autres types d'intervenants qui ont aussi des opinions qui peuvent être parfaitement légitimes et entendues, mais qui n'ont pas le même niveau d'expertise. Ça, c'est le syndrome où, effectivement, on dit, par exemple, sur la Terre plate et la Terre ronde, la vérité est au milieu et on peut imaginer des tas de choses. Ça, c'est un aspect sur le contenu scientifique. Par contre, l'autre aspect sur les implications politiques, c'est peut-être plus subtil, plus compliqué, parce qu'il peut y avoir un accord, finalement, entre les scientifiques sur l'état de la connaissance, mais l'un va dire, oui, mais alors ça a des implications fondamentales, à tort ou à raison, la question n'est pas là. Je ne sais pas, sur l'effondrement de la biodiversité, on a parlé dans la session d'avant, ou au contraire, l'autre dira, mais non, c'est pas si grave que ça. Et pourtant, ils sont d'accord sur le corpus scientifique. Et ce que le journaliste écrit à la fin, lui, ce qui va intéresser, c'est les conséquences, en tout cas sa rédaction sociale et politique. Donc comment vous gérez ça d'un point de vue d'un journaliste, de faire la part des choses finalement entre science et opinion et conséquences? Je pense que je pense que quelque chose auquel il faut faire très attention en tant que journaliste, c'est de bien identifier le moment où on fait de la vulgarisation, le moment où on restitue l'état des connaissances et le moment où on passe dans un article qui est un article plus politique, etc. Mais peut-être que je me trompe, mais moi j'ai du mal à mettre dans un même article les deux aspects. Je pense qu'il faut d'un côté le moment où, mais quitte à faire deux articles séparés qui seront sur la même page du magazine, mais voilà, je pense qu'il faut bien séparer le moment où on dit ok, donc l'état des connaissances dit ça, par exemple, je sais pas, la conséquence de telle ou telle chose sur l'état de la biodiversité, aujourd'hui on sait que c'est ça, et puis après on va faire un article où on explique plutôt que tel ou tel rapport dit que si on agit, ça pourrait si on agit de telle ou telle manière, ça pourrait éviter telle ou telle conséquence néfaste sur la biodiversité, tel ou tel parti politique est pour, etc. Enfin voilà, pour moi il faut vraiment réussir à distinguer les deux, parce que sinon on va tomber dans, comment dire, on prend le risque de donner l'impression au lecteur que le scientifique lui-même est d'accord avec le fait que l'implication politique de sa recherche est telle ou telle action, ce qui en fait est rarement le cas pour des scientifiques. Enfin, il y a assez peu de scientifiques qui vont dire moi j'ai étudié ça et du coup je pense qu'il faut faire ça, et il faut pas, nous en tant que journalistes, il faut bien qu'on explique que le scientifique est pas là a priori pour émettre les préconisations, quoi. On va prendre des questions dans la salle. Je trouve ça très bien ce que vous avez dit. Je dis beaucoup de journaux, je le vois très rarement mis en œuvre, ça, mais peut-être que je dis pas les bons. Il y a plein de mains qui se... Comment ça se passe avec le micro? Il y en a qu'un seul.
Donc les gens qui veulent poser la question, je propose de venir ici parce que c'est mieux avec le micro. Je ne sais même pas si c'est enregistré en plus. Donc voilà, donc vous allez prendre mon micro. Voilà, première question. Bonjour, merci pour vos interventions. Alors vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé de ce qu'on vous apprend en école de journaliste. Vous avez parlé aussi de problèmes structurels. Une fois que vous êtes dans un journal pour écrire des articles et d'avoir le temps d'aller chercher des experts, quelle visibilité justement dans les écoles de journalisme vous avez sur ce genre de problème, c'est-à-dire avoir le temps de chercher des experts? Quelle formation vous avez aussi sur les choix des différents modèles économiques des journaux et du coup des impacts de ces modèles économiques sur votre qualité de travail et la qualité de ce que vous pouvez produire? Et est-ce que peut-être le fait d'avoir ce genre d'informations en école de journalisme pourrait amener les journalistes à devenir une forme de contre-pouvoir contre ce genre de médias qui vont être dans cette dynamique de la fast news, en disant écoutez, nous on va chercher plutôt des médias, on va avoir le temps de travailler sur les sujets et on va moins chercher ces médias où on doit avoir 2 heures pour produire un sujet, quoi. Il ne faut pas être caricatural parce qu'il n'y a pas que ça en école de journalisme, mais il y a quand même toute une partie de nos formations qui consiste aussi à nous apprendre à produire vite un sujet, que ce soit en presse écrite, que ce soit en radio ou en télé. En première année d'école de journalisme, on a des cours de 2, 3 ou 4 heures et l'objectif c'est qu'à la fin du cours, on rende soit un 1 minute 30 télé, soit un 1 minute 30 radio, soit je sais pas, 6 ou 7 000 signes à l'écrit qui soient complets avec des intervenants. Et donc on apprend aussi à faire vite. Et on nous explique évidemment que ce besoin de rapidité, il est forcément lié au fonctionnement des médias, à leur financement, à la manière dont ils fonctionnent, etc. Quelque chose qui, à mon avis, est un peu à double tranchant, mais qui peut être une bonne chose, c'est que de plus en plus, en école de journalisme, on nous apprend aussi à cultiver le long format. Et parfois, on a même certains cours qui nous expliquent comment créer des médias qui pourraient reposer sur les longs formats. Je pense notamment beaucoup aux podcasts, aux documentaires, etc. Et on a de plus en plus de cours qui consistent à nous apprendre un peu le fonctionnement marketing des médias, qui sont des cours qu'on est beaucoup à pas trouver intéressants parce qu'on considère qu'on vient pas en école de journalisme pour ça. Mais au moins, ça nous permet d'avoir une réflexion sur comment les médias fonctionnent, comment ils sont financés, etc., etc. Et je pense vraiment qu'il faudrait, par exemple, dans le cadre de formation en journalisme scientifique, expliquer l'intérêt que ça peut avoir, ce genre de long format sur le journalisme scientifique, parce que c'est ce genre de long format qui vont le plus nous permettre de restituer l'état des connaissances sans faire un peu de l'information très rapide en sciences. Et si je peux poser une question à Margot, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre la France et d'autres pays là-dessus? Moi, il se trouve que je suis pas mal les médias britanniques et je suis frappé quand même sur la différence à la fois de qualité et de format. Par exemple, si tu lis le Guardian, on trouve des articles très long format et très fouillés, etc., que je ne retrouve pas l'équivalent finalement dans les médias français. Et pourquoi ? En fait, j'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas... le journalisme aujourd'hui vit plusieurs crises qui font que la plupart des journalistes aujourd'hui, même quand ils entrent en école de journalisme, savent que la profession qu'ils vont exercer sera plus la même dans les 5 à 10 ans. Si on est en presse écrite, on sait que globalement, dans les 5 à 10 ans, c'est terminé pour nous. Il y aura plus besoin de nous parce que plus personne lit la presse écrite, notamment en papier. À la limite, il le lit sur le web, mais du coup, le métier n'est pas le même. Il faut qu'on ait un titre beaucoup plus accrocheur. Il faut que le début de l'article aille très vite. Si on est en télé, on sait que dans les 5 à 10 ans, ceux qui nous regardent nous regarderont en fait sur TikTok, sur Instagram, sur des formats encore plus courts, sur lesquels il faudra qu'on parle encore plus vite, sur lesquels il faudra que le montage soit encore plus dynamique. Et je crois que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, ils réussissent à passer vers du long format et ils font le pari que, ok, il y a de moins en moins de lecteurs, mais les lecteurs qu'on garde, on les capte parce qu'on fait une plus-value très importante, ce qu'on n'arrive pas encore à faire en France. Et je crois que le journalisme scientifique, justement, arrive à un moment où la seule place qu'il peut prendre, c'est de se dire, on va faire un journalisme qui est très développé, un journalisme de fond, où on va interroger plein de personnes différentes, où on va oser poser différentes questions, mais qu'en fait, on n'a plus rien à gagner. Enfin, si, il y a toujours des choses à gagner, mais que tous les formats très courts, etc., qu'on essaie de faire de plus en plus en France, en fait,
sont pas ceux vers lesquels on devrait le plus aller. Alors, on me fait signe qu'il reste 5 minutes, donc on va essayer de prendre quelques questions, je ne sais pas combien. Et on va répondre le plus rapidement possible. Bonjour. Donc déjà pour les médias, en fait, pourquoi pas, ne serait-ce qu'inviter pour le REC la prochaine fois des personnes qui sont spécialisées là-dedans. L'économie des médias, qu'il y a Julia Cagé et Marc Annelveld qui ont beaucoup réfléchi à la question, et notamment en fait le journalisme français. Tout le journalisme français est sous-financé de manière structurelle, donc c'est pour ça que c'est pas terrible par rapport à la presse anglo-saxonne. Mais après la question c'était plutôt pour monsieur. En fait, quand, vous m'avez décrit la situation où en fait votre cœur de recherche en fait, elle se heurte au fait que les gens estiment que c'est pas de la science. En fait, ça m'a rappelé ce que disait Bourdieu il y a plusieurs décennies maintenant, qui disait que en fait les sociologues doivent justifier leur science, parce que, étant donné que tout le monde a des compétences, tout le monde a des expériences sociales, ils estiment que c'est pas vraiment de la science. Et que du coup, le sociologue doit justifier que ses recherches, en fait, ont atteint des résultats que le sens commun ne pourrait pas atteindre, en fait. Et donc là, c'est un peu la même chose. Mais du coup, ça soulève la question un petit peu de... Hier, il y avait une conférence qui faisait la dichotomie entre expertise et compétence, en fait. Vous êtes donc expert, il y a des spécialistes qui sont experts, qui font des recherches, mais du coup, et donc vous vous opposez un petit peu ça, et du coup, quelle est la porte, est-ce que vous fermez la porte, du coup, à la compétence des gens, en fait? Certains journalistes ne sont pas compétents, mais se disent comme tels. Du coup, comment vous faites pour après faire la sélection? J'ai pas trop réfléchi à la différence entre expertise et compétence. Si compétence, on peut dire compétence professionnelle. Donc, par exemple, je sais pas moi, ce dont on parlait, que certaines disciplines scientifiques, elles ont du mal à être perçues comme scientifiques. Bon, effectivement, par exemple, sur l'éducation, voilà, tout le monde a un avis sur l'éducation parce qu'on est tous passés par l'école, parce qu'on a des enfants qui sont à l'école, etc. Certains, on est enseignants. Bref, tout le monde a un avis sur l'éducation et du coup, ça occulte totalement le fait qu'il y a une recherche scientifique en éducation et ça, c'est un vrai problème. Et donc, effectivement, il faut aller chercher les gens qui ont cette expertise scientifique sur le sujet. Et évidemment, ça ne doit pas occulter non plus qu'il y a des gens qui ont une compétence en éducation parce qu'il y a des professionnels de l'éducation, etc. Et eux aussi, ils ont un point de vue qui est intéressant, mais qui est juste, qui ne parle pas exactement de la même chose que le point de vue des experts. On va prendre... moi, j'ai noté, il reste 4 minutes, si je regarde. Voilà. On va prendre rapidement, on va prendre les 2 questions ensemble. Et puis on va y répondre. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez si vous mettez un petit peu les mains dans le cambouis dans vos rédactions, à savoir, en tant que journaliste scientifique, si vous allez un petit peu creuser les études vous-même. J'ai eu l'impression tout à l'heure que vous disiez un petit peu oui quand vous parliez de Raoult. C'est-à-dire, je ne sais pas, des tricks du type p-value, taille de l'échantillon, taille de l'effet, facteur d'impact, je ne sais pas quoi. Voilà. Deuxième question, c'était juste pour savoir comment s'appelle la vidéo que vous aviez mis en ligne pour le cours sur les médias que vous avez donné. C'est le même titre que cette table ronde. Donc okay. Vous tapez ça sur YouTube, vous la trouverez. D'accord, merci. Mettant Franck Ramu. On va prendre la dernière question en même temps, comme ça on répond globalement. Ouais, bonjour, merci. Question sur, vous parliez d'intermédiaire tout à l'heure entre la science et puis le citoyen via le journalisme par exemple. Sauf que maintenant, notamment depuis 10, 15, 20 ans, c'est beaucoup plus facile de communiquer directement ou bien avec les journalistes ou bien avec les scientifiques via les mails ou via les réseaux sociaux. Est-ce que ce fait-là a changé votre manière de pratiquer votre métier, que ce soit sur l'aspect scientifique ou sur l'aspect journalistique? Je vous remercie. Pour la première question, oui, on le fait de mettre le main dans le cambouis dans les études. Je trouve que c'est une bonne chose, mais que des fois, le pendant de ça, c'est que certains journalistes qui n'ont pas forcément de formation scientifique, ce qui est normal pour un journaliste, mettent les mains dans le cambouis de l'étude, et puis tac, là je vois qu'au paragraphe 2, l'échantillon, pof, il est gros, et puis voilà, du coup je vais voir le rédacteur en chef, regardez, j'ai lu une étude, et puis l'échantillon est hyper grand, du coup voilà, faut faire un article. Et ça permet une espèce de scientificité qui des fois est un peu à double tranchant. Donc oui, on le fait, mais je pense que le fait de le faire est pas suffisant pour se dire que le journaliste qui rédige l'article est forcément un bon journaliste et a compris tout le sujet. Et je pense pas que tous les journalistes le fassent. Et sur est-ce que le fait qu'il y ait une communication des fois directe qui se fasse entre le public, le scientifique et le journaliste change notre métier? D'un point de vue scientifique, je sais pas, mais d'un point de vue journalistique, oui, et c'est des fois assez frustrant parce qu'on se rend compte qu'en fait
fait, nous, on est cantonné au fait qu'on a une page où, enfin voilà, pas beaucoup de place, mais qu'en fait, tel ou tel chercheur, il s'en sort quasiment mieux sans nous s'il fait sa vidéo sur YouTube. Sa vidéo sur YouTube, elle est plus longue, les gens peuvent lui poser des questions directement, etc. Mais ça rend pas notre métier inutile pour autant, je pense, parce que c'est aussi nous, en tant que journaliste scientifique, notre but, c'est de vulgariser, mais c'est aussi de faire comprendre l'intérêt de certaines questions, et ça, c'est à nous de le faire. Franck, 2 mots pour... Oui, donc c'est sûr que les scientifiques peuvent plus s'adresser directement au public qu'avant. Et moi je le fais par exemple, mais ça ne va pas convenir à tous les scientifiques. Certains n'ont pas envie de le faire, certains ne sauraient pas le faire sous un format qui est assimilable par le public. Donc ça va convenir à certains scientifiques et pas à d'autres. Et donc pour beaucoup de sujets, il y aura encore besoin d'un échelon intermédiaire. Et puis même pour les scientifiques qui s'adressent directement au public, malgré tout, voilà, quand je publie un article sur mon blog, ça n'a pas du tout la même audience que si Margot en parle dans Marianne. Donc, ne serait-ce que pour des questions de diffusion, on a quand même besoin et envie d'avoir cet échelon intermédiaire que sont les médias. Je vous remercie. Donc j'imagine que dans le prochain numéro de Marianne, il y aura un article de Franck sur ces sujets. Je crois que la prochaine conférence parle d'autisme, donc le rapport entre médiatisation et ce sujet de l'autisme est une très bonne illustration de sujet. Donc je vous invite à rester pour ceux qui veulent. Et merci aux intervenants.